Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans D'abord un café, le format qui réveille votre curiosité. Une discussion qui lève le voile sur des sujets qui touchent à la société et à l'actualité, et à chaque fois autour d'un grand témoin. Et pour ce numéro, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un de très spécial pour moi. Alors elle est passée par la mode, par le bien-être, au point de réconcilier les deux mondes. Cela revient à passer du diable s'habillé en Prada à manche prix M, des top modèles d'1m85 rue du Faubourg Saint-Honoré à une bande de zadistes véganes sur le blocage du chantier du nouvel échangeur de la 5. Car si des sacs Hermès au steak de soja il n'y a qu'un pas, c'est un grand pas. Certains diront un grand écart, mais notre invité l'a fait avec un challenge en tête, glamouriser le bien-être et wellnessiser la mode. Alors forcément, ça ne s'est pas fait sans certains bugs et autres ajustements. Au départ, les sacs à main en agneau, ça laisse un froid au milieu des Hare Krishna. Notre invité prétendant que ses vestes en lapin étaient en fausse fourrure et que ses pantalons étaient en sky. De l'autre côté, tenter d'expliquer à des Vishnus, adeptes du tantrisme, l'intérêt du déodorant fut laborieux et compliqué. Mais à force de persévérance, notre invité a donc concilié les deux mondes en accordant ce stéréotype de la parisienne, fashion et healthy. Ce qui fait d'elle en quelque sorte un agent double dans un rôle aussi schizophrène qu'un agent soviétique en pleine chasse aux sorcières en Alabama en 1956. Rendre sexy les champignons adaptogènes et rendre éthique un sac en bébé phoque, c'est une double mission fascinante. Elle-même s'est retrouvée chamboulée entre ces deux mondes, elle ne rêvait que du strass et des paillettes il y a peu. Maintenant son Eldorado c'est la mer et le chant des oiseaux, vous l'aurez compris, on va parler mode. On va parler bien-être, on va parler évolution personnelle, on va parler de tout, de nous, de la vie. Mélodie Césari, comment ça va ma chérie ? Bonjour Pierre, ça va très bien. Ça va ? Merci pour cette présentation. Est-ce qu'elle est fidèle cette présentation ? Elle est très fidèle, mention spéciale au sac en bébé phoque. Ouais, tu n'as pas de sac en bébé phoque. Je n'en ai pas, je rassure tout de suite Brigitte l'audience. Bardot et nos amis écologistes. J'aime beaucoup les animaux bien et sûr. je n'ai pas de sac en bébé phoque. Alors, moi je vais commencer vraiment une question assez... puisque moi j'ai vu comment tu as évolué tout ça. Et c'était bien qu'on s'en parle aussi niveau pro, pour le coup. Toi, comment t'es passé de la mode au bien-être ? Alors ça s'est fait de manière au final à la fois brutale, mais aussi de manière crescendo, je dirais. J'ai une première carrière à la suite de mes études, du coup, où j'ai commencé dans la mode. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans le développement commercial à l'international. Donc c'était super, j'ai beaucoup voyagé, ça a été hyper intense. Et en fait, un jour, il y a eu un message de mon corps qui m'a un petit peu stoppée dans cet élan et qui m'a fait un petit peu confronter toutes les croyances que j'avais sur ce que je voulais faire, sur le domaine et le secteur dans lequel j'évoluais. Et à partir de là, j'ai opéré une transition qui s'est faite d'abord en passant par du B2C pour en arriver aujourd'hui au B2B. Donc ça s'est fait, je dirais, au cours de 2 ans. Alors, comment tu as réconcilié les deux ? Parce que c'est ça le truc. Alors, en fait, ce qui est assez particulier, c'est que ça s'est fait très naturellement. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même évolué pendant des années dans un univers très stressant. Dans lequel en fait ton corps est constamment chamboulé, ne serait-ce que par les voyages, les déplacements, le décalage horaire, les fashion week qui s'enchaînent. Je courais un petit peu de partout, on se voyait d'ailleurs pas. Et on se voyait mais peu. Enfin on se voyait très peu, je veux dire sur une semaine je pouvais être à Dublin, Dubaï et Varsovie. Donc c'était quand même assez soutenu. Et à l'époque, si tu veux, moi, prendre soin de moi, c'était complètement impensable. Enfin, je pensais prendre soin de moi. J'allais à Dynamo 3 fois par semaine dès que je pouvais faire un cardio intense en me disant c'est ça qui me fait du bien. Et finalement, quand j'ai opéré ma reconversion et que je me suis intéressée un petit peu au bien-être, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des moyens de transmettre des outils aux personnes de ce secteur. Et ça a fait son chemin un petit peu en moi. Et j'ai des anciens clients qui sont revenus vers moi et qui m'ont dit « Mélodie, tu fais quoi ? T'as ta boîte, mais c'est génial, qu'est-ce que tu fais ? Ah bah fais-nous un truc ». Et en fait, ça a commencé comme ça. Okay. J'ai commencé à faire des opérations pour des marques de mode pendant les Fashion Week pour justement apporter un format un petit peu ludique et sympa de bien-être aux personnes qui sont hyper stressées pendant ces périodes. Et donc ça s'est fait, en fait, c'était une demande. Ça s'est fait naturellement, quoi. Ça s'est fait naturellement et je l'ai fait à ma façon. Alors il y a un truc, moi, que j'aime bien aborder dans ce format-là, c'est le côté un peu les idées reçues, les fantasmes qu'on a autour des métiers, des différents métiers qu'on aborde. Là, on parle de la mode, on parle du bien-être. Il y a beaucoup de fantasmes autour de la mode. Ouais. Est-ce qu'ils sont justifiés ?
Alors moi, ce que tu dis, ça résonne beaucoup parce que j'ai voulu bosser dans la mode. Bon, j'avais, je crois, 6 ans quand j'ai décidé que je voulais travailler dans la mode. Mon école primaire était en face du siège de Chanel. Ouais. Et donc, en fait, tous les jours, je sortais de l'école, j'étais devant ce siège et je voyais les vitrines. Ça m'a complètement donné envie et j'ai été attirée dès le départ, très jeune, par ce milieu, par ce qu'il implique, enfin ce que je pensais qu'il impliquait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu parles mode, tu as un côté assez glamour où il y a une vision des autres qui se dit « Ah, c'est génial, ils évoluent au cours de soirées, il y a les fashion week, les défilés, les vêtements, les voyages, les restos. C'est vraiment un domaine hyper glam, ça met des paillettes aux yeux et en fait, on a envie d'en faire partie. » Moi d'ailleurs, j'ai passé quand même toute ma carrière dans la mode à ce qu'on me demande des places pour la Fashion Week constamment et c'est assez agaçant puisque en fait des places pour la Fashion Week, ça n'existe pas en fait. Il n'y a pas de place pour la Fashion Week. Quand on travaille dans la mode, potentiellement on peut avoir des places si la marque pour laquelle on travaille fait un défilé. On peut être invité à aller au défilé, mais la Fashion Week n'est pas un grand événement auquel on a un ticket, auquel on peut aller et surtout on peut inviter toute sa famille et les copains des parents, quoi. Donc ça, c'est un peu un stéréotype qu'on a sur ce secteur-là, qui en fait n'est pas du tout fidèle à la réalité. Et tu penses que c'est dû à quoi ? C'est dû au côté très sexy que les marques elles ont sur les gens, c'est-à-dire en fait, j'ai envie de dire la parisienne, elle est là, elle est fascinée par une marque, est-ce qu'il y a un côté miroir aux alouettes dans la mode, ou est-ce que c'est complètement décorrélé du produit en fait que les gens achètent à la fin ? Non, c'est pas décorrélé du produit parce que c'est ce qu'on essaye de vendre au final. C'est ça, tu vends du rêve. Exactement, aussi, tu vends du rêve. Hein. Ouais. C'est le but d'une marque, c'est de vendre du rêve, en tout cas pour son audience, hein, parce que chaque marque a sa cliente. Donc le but, c'est de lui vendre du rêve, en effet, c'est qu'il faut lui mettre des paillettes dans les yeux, il faut qu'elle ait envie de faire partie de ce monde et qu'en achetant ce t-shirt, en fait, elle ait un bout de ce monde avec elle. Donc ça marche, exactement. Ce qui est différent, c'est les a priori que ça donne sur les personnes qui veulent évoluer professionnellement dans ces secteurs-là. Je veux dire, au final, c'est pas vraiment une question de cliente finale. C'est plus une question des personnes qui évoluent tous les jours et qui créent justement tout ça. Et là, c'est une autre histoire. Alors, est-ce que, puisque toi tu as fait du coup le grand écart, est-ce que dans le bien-être, toi tu as ressenti aussi le même type d'a priori, le même type un peu de fantasme ? Et si c'est pas les mêmes, du coup, ça a été quoi ? Ou alors peut-être qu'il n'y en a pas eu c'est pas les mêmes. Moi, ce que j'ai ressenti au niveau... T'as quand même un fantasme. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un fantasme, mais t'as quand même quelque chose. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au bien-être, c'était purement personnel. J'ai eu un gros problème de santé, et qui était dû tout simplement à mon rythme, hein, sauf que les médecins ne me l'ont pas expliqué, donc j'ai dû le chercher par moi-même et me rendre compte qu'en fait, l'alimentation, l'activité physique et plein d'autres choses pouvaient rentrer en fait dans mon quotidien. Un tout, quoi. Ouais. Un tout au final auquel on pense pas quand on a la tête dans le guidon et qu'on a l'impression que la seule solution pour se faire du bien, c'est de faire 1 heure de cardio pour éliminer tous les excès qu'on a fait parce qu'on est stressé et qu'on n'est pas bien. Et du coup, c'est vrai que moi, c'était un intérêt personnel. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ce milieu-là, je me suis dit, non mais attends, en fait, j'ai pas du tout envie de perdre 10 heures de yoga par semaine, de manger des graines germées. Enfin, moi, je suis hyper bonne vivante. J'adore le bon vin, j'adore les chips. Enfin, j'ai pas du tout envie d'arrêter. Et tu vois, c'est intéressant parce que la première chose que je me suis dit, c'est il va falloir que je laisse tomber des choses. Il va falloir que je me frustre. Alors que c'est quand même l'opposé de ce que c'est censé me donner. Mais tu peux t'es passé de l'opulence un peu à la privation, quoi. Dans l'imaginaire, en fait. Dans l'imaginaire, c'est exactement ce que je me suis dit. Et je pense que je suis pas la seule. Je pense qu'aujourd'hui, même moi, quand j'évolue un petit peu et que je parle de ce que je fais, les gens me disent ah ouais, non mais toi, d'accord, donc tu manges rien, tu fais de la méditation, tu restes assise et en fermant les yeux, et puis voilà. Bon. Non, ça nous emmène à la suite, c'est la question qui fâche. Et la question qui fâche, c'est qu'est-ce qui t'agace le plus dans ces deux milieux ? Alors d'abord, on va commencer par la mode.
Ce qui m'agace le plus dans la vision qu'on a de la mode ou ou vraiment non, dans vraiment, en insider, quoi. En insider. Ouais, à l'intérieur. Ce qui m'énerve dans le milieu de la mode en insider, et ça c'est vraiment difficile, je m'en suis vraiment rendu compte, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'on sauve des vies, Ouais. alors qu'on vend des robes, quoi. Et il y a un moment, il faut redescendre, c'est très bien. Chaque entreprise, chaque business a son objectif. Je pense que ça se prend un peu trop au sérieux. Est-ce que tu penses que c'est pas lié à tous les secteurs où il y a un enjeu économique important? Je pense que il y a un moment où, ce que je te disais, c'est quand tu es une entreprise, c'est évident que quand il y a un enjeu économique, tout le monde est censé avoir une implication et ça se ressent. Mais il y a implication et il y a implication nocive où on monopolise des équipes et on leur fait subir un rythme de vie et de travail qui ne leur permet pas de concilier en fait une vie personnelle. Moi, si j'avais envie d'évoluer dans ce milieu-là, en fait, j'aurais voyagé 3 fois plus. Parce qu'à l'époque, j'étais en charge d'une zone qui était l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Si j'avais évolué pour être comme tout le monde, hein, quand tu te mets dans une boîte qui est toi N+1, toi N+2, en fait, ça aurait été d'avoir le monde, entre guillemets, sous ma coupe, et donc de passer mon temps dans des avions. Tu ne peux pas évoluer et faire bien ton boulot si tu ne le fais pas. Donc, il y a un moment où le choix, si tu veux, il se pose pas quand tu as la tête dans le guidon, mais quand tu prends du recul, tu te dis, attends, tout ça pour ça. Bien sûr, ouais, ça fait beaucoup. Après, voilà, c'est... Et du coup, si tu devais faire le même travail, de un peu qu'est-ce qui m'agace, qu'est-ce que dans le bien-être, tu dirais quoi? Les gens mais c'est un peu pareil, au final, c'est les gens qui se prennent au sérieux et qui sont trop hardcore dans leur pratique, qui sont vraiment fermés et qui essayent surtout d'imposer aux autres ce que eux s'appliquent à eux-mêmes. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, depuis j'ai une formation de naturopathe, il y a des choses que j'ai implémentées dans mon quotidien qui font partie de ma vie parce que j'évolue là-dedans. Ouais. Mais je ne vais pas essayer d'imposer à une personne qui a un rythme de vie complètement différent de faire la même chose que moi. Et dans le milieu de bien-être, il y a quand même ce côté un petit peu où c'est pas tant je t'inspire, c'est je t'inspire, mais je t'incite surtout aussi à faire pareil que moi si tu veux me ressembler, quoi. Or, c'est pas faisable. Il y a beaucoup ça, c'est vrai, avec les influenceurs et avec les... Parce que je pense que ça touche au corps aussi, ça touche aussi un peu à comment les gens font des... Alors, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, donc du coup tu regardes quelqu'un, tu te dis si t'es une nana, waouh, elle est magnifique, elle est tout ça, qu'est-ce que c'est sa routine, qu'est-ce que c'est son machin. Et en fait ça revient, c'est vrai, pas mal à dupliquer ou à faire soi-même quelque chose qui est peut-être pas fait pour soi-même, quoi, finalement. Mais c'est exactement ça, et c'est là où il y a une ligne assez intéressante entre l'influence et les recommandations. Et il y a de plus en plus de thérapeutes aujourd'hui qui évoluent dans le secteur du bien-être, qui sont dans les recommandations, qui sont en fait un calque de leur vie, enfin de leur rythme de vie, mais qui est adapté pour eux parce que c'est ce qu'ils font, donc c'est évidemment adapté, mais qui n'est pas adapté à Madame Michu, quoi. Donc, Et toi, c'est quoi justement ton remède à ça? Ton approche? Moi, mon approche, ce que j'essaye de communiquer, j'essaye de communiquer avec beaucoup de bienveillance. Il y a un moment, il n'y a pas besoin de faire ces 10 heures de yoga et de manger des graines germées pour être en bonne santé. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas toutes ces frustrations de plus prendre l'apéro, de plus manger son burger Little Apple. Il n'y a pas besoin de faire ça pour être en bonne santé. Tout est une question d'équilibre et surtout d'écouter son corps. Le corps, il est très intelligent. Il n'a pas besoin d'être surchargé par plein d'informations. Et là, quand on a besoin justement et qu'on a envie d'optimiser sa santé, on n'est pas obligé d'en passer par les Krishna avec Krishna. Donc j'essaye de communiquer un petit peu moi, mes routines, ce que je m'applique à moi, que ça soit autant au niveau de la nutrition que de mes routines de sport en tant qu'entrepreneur pour booster un petit peu ma vitalité et de manière bienveillante, toujours avec le sourire. D'accord, donc c'est un côté, pas besoin de se faire du mal pour se faire du bien. Pas besoin de se faire du mal pour se faire du bien, exactement. D'accord. Alors il y a un autre format dans cette émission, c'est l'avocat du diable. Alors l'avocat du diable, c'est que je vais te donner des poncifs, des expressions, des choses qui se disent beaucoup sur les milieux dont on est en train de parler, et tu vas me dire ce que tu en penses. Ok. Donc c'est moi l'avocat du diable. Oui, je me doute. Je ne sais jamais. La mode, c'est un milieu superficiel. Oui.
Je te dis oui ou non, ou c'est... Non, tu réagis à ça. Je réagis. Ouais. La mode, oui, c'est un milieu superficiel, tout est basé là-dessus, hein. On est sur l'apparence, donc on ne peut pas dire le contraire. C'est évidemment un monde très superficiel. Je dirais que j'ai rien à ajouter, ça le décrit bien. Ouais. C'est très superficiel. Et je te le dis tant au niveau de ce que moi ça m'a fait comme sentiment quand j'ai quitté ce milieu, que de ce que j'en pensais quand j'y étais. Ouais. Quand je prends du recul, je me dis mais les états dans lesquels je me suis mise, mais pour des t-shirts, c'est incroyable. Donc oui, c'est un milieu très superficiel. Et le bien-être, c'est un milieu de bobos? Non. Le bien-être, c'est pas un milieu de bobos. C'est un milieu qui a été colonisé par des bobos au début. Ouais, comme beaucoup de milieux d'ailleurs. Comme beaucoup de milieux, comme et de quartiers aussi, exactement. Donc ça a été colonisé au début par ça. En effet, les premiers bobos qui ont importé le yoga et le shampoing solide là. Mais c'est pas que ça. Aujourd'hui, il y a plein d'acteurs dans ce secteur. D'ailleurs, il y en a énormément, il y en a même trop qui peuvent avoir une démarche plus, on va dire, plus adaptée au quotidien. Après, chaque secteur qui est en boom économiquement amène d'autant plus d'acteurs qui n'ont pas forcément tous des bonnes idées en tête. Hein. Je vois là, il y a plein de marques qui sortent, qui font des promesses incroyables, qui révolutionnent avec une crème ou une gélule ta vie. Il y a beaucoup ça dans le bien-être. Bien sûr, c'est un marketing qui a boomé au cours des dernières années, surtout depuis le Covid. Moi, il y a un truc qui m'a toujours un peu frappé, c'est qu'on parle quand même de CSP+, on parle d'un monde qui parle à des gens qui ont de l'argent, qui ont en général quand même un certain niveau de vie. Et pour autant, la com dans le bien-être, moi je la trouve de plus en plus très basique sur le produit miracle, la pilule miracle. Comment toi tu arrives à expliquer ça alors que tu es à la fois sur un public éduqué et sur même des produits hyper chers? Comment on peut réussir à avoir ça aujourd'hui? Alors, public éduqué, non, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas parce que justement tu parles de catégorie professionnelle, socio-professionnelle. Détrompe-toi, il y a un gros vide dans le secteur du bien-être parce que les gens ne sont pas informés. Donc, ils n'ont pas les connaissances nécessaires. Ils ont un marché, ils ont un nombre de contenus, mais énorme, sur les réseaux sociaux ou même en sortant dans le métro, qu'en fait ils ne savent plus quoi choisir. Et aujourd'hui il y a un gros travail à faire, je pense, sur l'information du consommateur, qui va être très dur, et j'ai pas de solution à donner aujourd'hui parce qu'il y a tellement d'acteurs que ça serait trop compliqué. Bien sûr. Mais en tout cas, tout le monde a envie d'aller mieux. Oui, mais tout le monde a envie d'aller mieux, mais le truc, en fait, si tu veux... Mais parfois tu vas très bien. Non, mais bien sûr. Mais et t'as pas besoin d'aller mieux. Ça, c'est un fait. Mais en fait, le marketing te laisse penser que t'as besoin d'aller mieux. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit Mélodie, qu'est-ce que je peux prendre là? Je dis je sais pas, qu'est-ce que t'as? Tu te sens bien? Non, je me sens bien. Tu manges bien? Ouais, je mange ça, machin, oui. Alors pourquoi tu veux prendre quelque chose? Tu te rends compte? C'est incroyable quand même d'en arriver là. Ouais, mais tu penses pas que Alors moi j'ai mon avis là-dessus, mais tu vas me dire ce que t'en penses. Mon avis là-dessus, c'est qu'en fait on est passé d'un paradigme dans les années 90-2000 où en gros on inventait des gélules miracles qui étaient toujours basées sur la science et des trucs complètement chimiques. Et donc on se disait ça c'est un nouveau truc qui a été développé par des chercheurs du Michigan et en fait tu perds 20 kilos. Et aujourd'hui en fait la nouvelle mode c'est d'inventer une plante, de trouver en fait une plante qui pousse en Amazonie ou tu vois sur les hauts plateaux du Pérou et de dire ça c'est une racine que les Incas ils mettaient dans leur café et en fait avec ça tu vas perdre 10 kilos. C'est-à-dire qu'on est passé de l'hyper sophistiqué à l'hypo sophistiqué, tu vois. Non, alors... Mais c'est toujours le même bullshit au final. Non, c'est pas bullshit parce que c'est pas bullshit. Non.
Parce qu'il y a... Il y a vraiment des graines qui te font perdre 10 kilos. Non, alors... Que les Incas, ils ont mis dans un truc ou Non, il y a... Alors les Incas, je sais pas. Moi, je suis pas. plus médecine traditionnelle chinoise, Ayurveda, Inde. C'est pareil, Mais non, c'est pas pareil. Écoute, faudrait pas dire ça. Faudrait pas dire ça à mon copain Bobo qui fait du yoga tous les mardis matin. Faut pas dire ça en chinois, surtout. Faut pas dire ça en chinois, non. Non, je suis pas d'accord parce que... il y a deux choses. Ouais. La première, c'est... Bon, déjà, tu me parles des produits chimiques, etc. Moi, tu connais mon avis là-dessus. Je veux dire... Bon. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même... Ça fait des centaines d'années qu'il y a des médecines orientales qui utilisent des remèdes naturels qui ont une efficacité prouvée. Je parle de la médecine traditionnelle chinoise qui utilise beaucoup les plantes. Je parle de l'Ayurveda qui utilise aussi beaucoup les plantes. Je parle de certaines plantes comme l'ashwagandha qui aujourd'hui font un boom et qui sont utilisées depuis des centaines d'années par ces régions et qui ont une efficacité prouvée. Donc tu peux avoir des compléments et des solutions qui vont venir soutenir. D'ailleurs, un complément alimentaire s'appelle un complément alimentaire. Qui vont venir soutenir ton mode de vie. Donc non, si tu prends une pilule et que tu fais rien à côté, ça va pas aider. Après, tu peux avoir des plantes qui ont un effet drainant et détoxifiant qui vont venir aider à booster justement l'élimination en parallèle d'un régime adapté et d'une activité sportive. Donc c'est une question de nuance. Donc finalement, c'est toujours le récit du Yaka Faucon qu'il faut déconstruire et aller chercher le holistique, c'est ça? De manière générale, de toute façon, oui, je pense que dans tous les secteurs, pas seulement du bien-être. Ouais, même entrepreneurial, enfin voilà, il y a des choses... Alors tu me parles d'entrepreneuriat, justement. Toi, tu es une femme, une entrepreneur. Moi, quand je t'ai rencontré, tu n'étais pas entrepreneur. Tu es devenue entrepreneur, donc j'ai vu aussi ton changement, ton évolution, ton chemin. Dans ton quotidien, c'est quelque chose, hein, l'entrepreneuriat au féminin, c'est même un trend, c'est... Moi, j'ai pas fait ça pour le trend. Non. J'imagine, mais c'est quand même c'est un sujet qui intéresse les gens. Toi, comment tu l'as géré par rapport à toi, par rapport à tes proches, par rapport à tes collègues, tes anciens collègues, tes anciennes collègues? Comment ça s'est passé en fait? Le shift a été assez rapide puisque j'ai été salariée, comme tu l'as dit, pendant plusieurs années, et je ne m'imaginais pas être autre chose que salariée. Pour moi, j'allais monter ma grille, voilà, j'allais arriver à ce stade, et puis bon, j'ai eu un signe physique qui m'a fait un petit peu reprendre conscience des choses. Je me suis dit, j'avais pas 30 ans à l'époque, je me dis, attends, je me retrouve dans un lit, alité sans pouvoir rien faire, il y a quand même un petit souci, et tout ça pour, au final, vendre des robes. Bon, pour faire long story short. Et donc j'ai eu un cheminement, je me suis dit je peux plus continuer dans cette vie. Et en fait, il y avait aussi quelque chose en moi qui me donnait envie d'être à mon compte, qui me donnait envie en fait de travailler pour moi. La petite voix, ouais. Une petite voix en fait qui me disait, et c'est très drôle parce que j'ai fait une école, j'ai fait des études de droit et après j'ai fait une école de commerce et c'est une école de commerce très entrepreneuriale. Ils ont un hub, ils ont tout, c'est assez... Ils sont assez focus là-dessus. Et t'arrives, tu fais toujours des tests un petit peu de personnalité qui te donnent en fait de quoi... Ton orientation, ce que tu vas faire. Exactement. Et j'ai fait le test et j'étais entrepreneur. 100% entrepreneur. 100% entrepreneur. J'étais fonceuse. Tu pensais pas du tout, toi. Je sais plus les couleurs, j'étais fonceuse, machin, j'étais entrepreneur quoi. Et moi j'étais là, mais pas du tout, je vais travailler chez Chanel, je vois pas du tout. Et en fait, c'est très drôle puisque cette petite voix m'est revenue à ce moment-là. Et je me suis dit, en fait, je peux plus travailler déjà dans quelque chose qui me passionne plus parce que j'en ai vu les travers. Et surtout, je peux plus travailler pour quelqu'un d'autre. Je veux travailler pour moi et pour quelque chose qui a du sens. Donc moi j'ai fait un cheminement personnel déjà pour ça, je suis partie en Inde, voilà, j'ai fait le Manche Prix M dont tu parlais. Fait le package, Je suis partie en Inde, je suis revenue très très rapidement puisque je me suis rendu compte du coup que j'avais trouvé ma voie et du coup je me suis arrangée avec ma boîte pour partir. Ça tombait bien, c'était en plein Covid. Donc ça les arrangeait aussi un petit peu. Bref, j'ai pu me séparer de ma boîte et je me suis lancée un petit peu dans un flou. Je ne savais pas trop, j'ai fait des études de naturopathie. Je me suis lancée à mon compte et ça a duré 1 an. J'ai perdu des amis. Pourquoi ?
Parce que je pense que certains m'ont dit on n'a plus rien, enfin un peu, on n'a plus rien en commun. As-tu des exemples? Abandonné un peu. Ouais, tu vois, ou genre tu parles que de ton truc là. Tu vois, il y avait. Alors j'ai d'autres amis qui m'ont énormément soutenue et j'ai des amitiés qui ont été renforcées parce que j'ai des amis aussi en or et qui m'ont soutenue dès le départ dans mon changement. Mais ouais, j'ai été déçue. Mais après, c'est vrai que dans le délire un peu coach de vie, un petit peu développement personnel, c'est vrai que c'est hyper important l'entourage. Quand tu montes quelque chose, mais d'ailleurs même quand tu es salarié et que tu as des enjeux, etc., l'entourage est hyper important. C'est hyper important. Moi j'avais la chance d'avoir un mari entrepreneur du coup. Ouais, je te le présenterai, il est sympa. J'ai une mère aussi qui est à son compte, j'ai un père aussi qui est à son compte, donc c'est vrai que j'ai un entourage qui du coup m'a aussi motivée et inspirée. Mais c'est vrai que ça s'est passé... Ouais, j'ai eu des déceptions. Et surtout, j'ai eu des flous entrepreneuriales, mais incroyables. C'est-à-dire que je me suis retrouvée en B2C pendant 1 an. C'est normal, c'est ça. Ça a été une cata. Ouais. Avant de comprendre en fait que ce qu'il fallait que je fasse, c'était du B2B. Puis j'ai lancé l'agence, et puis aujourd'hui l'agence elle a plein de clients, et ça se passe super bien, et je suis très contente. Mais ça a été vraiment... Ouais, ça n'a pas été un changement facile, notamment financièrement, puisque on n'en parle pas assez, mais quand tu es salarié, tu as un salaire qui tombe tous les mois, quoi. C'est différent quand tu te mets à ton compte. Ah oui, non, c'est clair. Non, et puis tu es dans un pays, il faut se le dire honnêtement aussi, tu es dans un pays où on te dit que tout est fait pour t'aider quand tu es entrepreneur, mais en réalité... Bah écoute, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Donc j'ai fait une demande d'aide quand je me suis lancée. Une demande d'aide d'indépendants pour les entrepreneurs qui lancent des entreprises, etc. À l'État, qui m'a demandé en fait de fournir un certain nombre de documents, dont du coup mon revenu d'imposition que je partage avec toi. Et en fait, j'ai eu donc à l'époque, je gagnais 0. D'accord, je gagnais 0. J'avais un loyer, je devais manger, enfin j'avais quand même des charges. Donc moi, femme entrepreneur en 2022, je suis en France, puis l'entrepreneuriat féminin va me soutenir. Il y a un narratif sur l'entrepreneuriat féminin, l'État va m'aider, on les met en avant, les femmes, machin, trop bien, je vais lancer ma boîte, je vais avoir de l'aide. Et ben, j'ai eu une super réponse. Bonjour madame, nous avons bien reçu votre demande. Merci de noter que nous ne pourrons pas vous apporter d'aide car votre mari gagne assez bien sa vie. Ouais, c'est magnifique. Donc tu vois, ça le féminisme, c'est quand ça les arrange. En fait, du coup... Le patriarcat, ça les arrange aussi. Donc en fait, du coup, je suis censée vivre donc, par mon mari et créer ma boîte avec son argent. C'est ça. D'accord, bon. Donc c'est vrai que ça n'a pas été facile parce que j'ai pas eu d'aide de l'État, parce que du coup je suis une femme entrepreneur qui doit me lancer, mais en fait j'ai un mari donc je dois être assez crochée, donc c'était très intéressant comme moment. Et c'est comme ça du coup que parce qu'il fallait bien que je gagne des sous, donc c'est comme ça que j'ai recommencé à travailler avec des anciens clients dans la mode. Parce que c'est une bonne technique à partir sur les anciens clients. J'ai retravaillé avec des anciens clients dans la mode et ça m'a permis en fait de développer sur le côté l'aspect bien-être. Et pendant longtemps, j'ai un peu séparé les deux. En me disant non, je fais ça juste pour... c'est alimentaire, la mode c'est alimentaire et puis je développe le bien-être. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup et qu'en fait, je pouvais lier les deux. Des liens, bien sûr. Et c'était un kiff. Du coup, c'était super. Mais ce que tu dis, tu vois, c'est hyper intéressant, c'est que en réalité, les grandes solutions, voire les grands produits, voire même des révolutions au sein d'une entreprise, elles viennent souvent d'une difficulté. Tu as une difficulté au départ, parce que si tu avais eu une opulence dès le départ, pour une raison X, Y, Z, tu ne serais pas retourné vers ces clients-là. Et tu n'aurais peut-être pas forcément trouvé en fait, des ponts qui étaient assez évidents en réalité. Et souvent, la contrainte, elle génère un produit viable. C'est là où en réalité, le truc est bien fait finalement dans la logique entrepreneuriale, c'est que tu dois répondre à un besoin.
Et moi, je dis toujours, si tu réponds pas à un besoin du marché, qu'il soit communicationnel, il soit sur le produit, il soit service, il soit... Bref, après, chacun package son truc comme il veut. Ton truc, il n'est pas valable. Parce que c'est pas parce que ton truc, tu le fais bien. Ça, c'est un modèle très français, d'ailleurs. On nous apprend à faire un truc très bien. Ouais, aux États-Unis, tu apprends à faire un truc qui sert à quelque chose. Et donc, en fait, l'approche, elle est opportunité côté français et elle est besoin côté américain. Et en réalité, si tu n'as pas de besoin... C'est le fameux coca frais paille. C'est le... Ça, je le connais pas. Moi, je connais l'histoire du stylo, mais... Ah si, le coca. Ouais. Le coca frais. Ouais. Bah, les Américains, ils ont besoin de boire leur canette de coca, ils aiment quand elle est fraîche. Ah oui. Pourquoi ils mettent pourquoi t'as besoin d'un straw pour besoin d'une paille, c'est ça. Ouais. Oui, parce que tu peux pas, sinon tu colles la bouche à la canette tellement elle est froide. Ouais, bien sûr. Mais c'est comme le mec qui a inventé la paille, il a tout compris. Et c'est le truc de oui, vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ce stylo. Oui, 90% des gens, tu as fait dire ce stylo est magnifique, machin. Alors ce stylo, vous voyez, il est en aluminium. C'est marrant d'ailleurs pour ceux, voilà, il y a des gens en pièces. Hein, voilà. On va vous faire le test du vendez-moi ce stylo. Ça, c'est génial. On dit pas la réponse du coup. Non, mais il faut la dire là. Ah ok. Mais en général, alors, il y a deux typologies de personnes. Donc soit vous êtes dans la première typologie de personnes qui est... Ah, ce stylo est magnifique, regardez comme il écrit bien, il y a de l'encre en plus qui va durer pendant 1 mois et demi. Puis je l'ai vu, il y a Kylie Jenner, enfin c'est Kendall ou... Je sais plus. Ou c'est qui c'est... Kendall Jenner, elle existe Kendall Jenner Kendall Jenner. Kylie Minogue, bon, je sais pas, il y a Emily Ratajkowski qui l'a utilisé. Elle l'a posté sur son dernier truc. Oh mon dieu, tout le monde. Non, puis en général, les mecs, moi je l'ai fait plein de fois ce test. Hein. C'est ah ouais, et puis là, on voit que l'aluminium, il a été brossé, il vient d'une mine, machin truc. Il a été designé par Philippe Stark. Donc ça, c'est des arguments produits. Ouais. Et donc en fait, ça correspond à des arguments opportunités. C'est 90% donc, c'est la des vision gens française qui vont te dire vendez-moi ce stylo. Ouais. Et t'as 10% des gens, peut-être même moins, qui vont te faire le coup classique que tu connais. Oui. Bon, je le fais du coup, qui vont te faire le truc. Tu peux me noter ton numéro. Voilà, tu peux me noter ton numéro de téléphone. Ah, et le mec il dit bah tiens, mais j'ai pas de stylo, bah tiens voilà, c'est 2 €. Voilà, c'est juste le besoin. Oui, c'est le besoin VS. Le besoin. En fait, il y a trois trucs importants dans l'entrepreneuriat, c'est le besoin client, le besoin client et le besoin client. Ouais. Après, je pense qu'il faut aussi avoir les reins solides, puisque il y a plein de choses très cool dans l'entrepreneuriat. On est à son compte, on maîtrise son temps. Il y a des choses un petit peu aujourd'hui, des stéréotypes qu'on a, mais qui sont, c'est vrai, des petits luxes qu'on peut s'octroyer, mais qui viennent quand même avec une insécurité financière, une insécurité sur l'avenir. Enfin, moi, j'ai eu des mois où je ne pouvais pas payer mes factures. Mais tu crois pas que là, je vais faire mais je l'ai vécu aussi évidemment, mais est-ce que tu crois pas que de l'insécurité naît aussi une forme de dépassement ? Est-ce que si tu veux, alors je vais te la faire, même si c'est dur à entendre quand tu le vis, mais est-ce que si tu n'avais pas cette phase d'insécurité-là, est-ce que tu arriverais à te dépasser, à vraiment créer une boîte où tu n'as plus d'insécurité ? Alors moi, je te dis autre chose. J'entends ce que tu dis, et je suis d'accord, et ça pousse à te dépasser. Oui. Mais il y a un moment aussi où, à être continuellement justement dans ce dépassement, tu te fatigues aussi beaucoup. Ah non, mais ça fatigue pendant très longtemps. Parce que en fait, tu es toujours en train d'essayer de te dépasser. Tu es toujours en train de trouver un nouveau client, trouver un nouveau projet, comment te mettre en avant. Tu es toujours en train d'avancer en fait, et finalement, tu n'as pas vraiment le temps d'apprécier et de te poser un petit peu. Ouais. Mais alors... C'est une vie, hein. Moi, je crois que de toute façon, tu peux pas être tant que tu t'as pas trouvé un plateau où vraiment tu commences à ça tourne ou quoi. C'est normal d'être dans cette phase-là. Ouais. Tu es obligé de passer par cette phase-là. Sinon, en fait, l'être humain étant paresseux par essence, si jamais ça fonctionnait dès le départ, tu continuerais à faire le même truc. Tu te dirais ça marche finalement. Je suis d'accord, mais je pense qu'il y a un entre-deux quand même justement. C'est ça. Mais je pense que c'est important de le dire. Non, mais ça, je pense que tout le monde le sait, mais les gens. Moi, je le savais pas. Je le regrette pas. Hein. Si, y a pas de... je te l'avais dit, mais je veux dire Oui, mais non, parce que tu me l'avais dit. Mais quand tu es salarié, tu peux pas. Tu peux pas le comprendre, ça. Tu peux pas le comprendre. Mais en même temps, faut arriver à. En fait, tu es obligé d'avoir cette phase d'euphorie où tu te dis, je vais pas passer par ce stade-là. C'est normal. Parce que si tu te dis, je vais passer par ce stade-là, jamais tu le fais.
Et c'est normal, un entrepreneur, c'est un fou qui saute d'une falaise et qui construit un parachute pendant qu'il tombe. Donc c'est ça. Donc Exactement. après, surtout dans un pays comme la France, qui est quand même le pays des impôts, le pays des taxes, le pays du contrôle fiscal. Enfin, tu vois, Mais pas le pays des aides. Ah non, mais c'est un... Enfin, en tout cas, pas pour les... C'est un mot français, entrepreneur. Pas pour les femmes entrepreneurs. C'est un mot français, c'est sans doute l'un des pays quand même. Bon, c'est pas le pays où on est le moins aidé. Il y a des domaines où ils sont assez aidés, dans la tech notamment. Mais c'est pas non plus le pays où tu... J'aurais peut-être dû être une femme de la tech. Dans la tech, il y a beaucoup d'aides, mais il faut quand même correspondre. Ouais. Enfin, administrativement, c'est une tannée terrible. Moi, je l'ai fait pendant quelques années. On a déposé des trucs, French Tech, machin, etc. C'est terrible. Sur d'autres boîtes, c'est un délire. C'est un délire total. Ouais. Et donc, c'est quoi, pour finir, tes enjeux sur Inside Out, les enjeux de la prochaine année, là, l'année qui s'ouvre? Ça va être quoi les enjeux d'Inside Out? Les enjeux d'Inside Out, c'est recruter. Ouais, c'est bien. Recruter. Et diversifier le portefeuille client. Ouais. Aller vers d'autres business models, d'autres Non, types de enfin, boîtes. je reste très focus sur mes spécialités, à savoir la mode, le bien-être, la beauté. Voilà, c'est mes secteurs. C'est aussi là où l'agence a une valeur ajoutée et on fait des super choses. Mais j'aimerais diversifier en effet l'offre pour les clients et aussi les clients. Très bien. Voilà. Est-ce que tu as un message aux femmes entrepreneurs, aux femmes de la mode, aux femmes du bien-être Aux femmes entrepreneurs, il y a un mari du coup, comme ça vous n'aurez pas de problème. Ou n'en ayez pas si vous voulez vous lancer. Ou alors ne dites pas que vous êtes mariés. Non, plus sérieusement, aux femmes dans la mode, la vie ne tient pas qu'à une robe. This dress is just a dress. Je viens de l'inventer là. C'est vrai? Ouais. C'est pas mal, j'aime bien. Pas mal, non? Ouais, Ça c'est m'est venu. C'est un métier aux femmes dans le bien-être, dans le secteur du bien-être, soyez bienveillantes. Et aux femmes entrepreneurs, plus sérieusement, pareil, soyez bienveillantes avec vous-même. Et ce que vous faites, c'est trop cool. Donc continuez. On continue comme ça? Ouais. Bon. Ah bah merci beaucoup. Merci. Merci pour ces informations, ces expériences. C'était sympa de t'avoir dans mon émission. Bah ouais, j'étais contente. Ouais, j'étais contente on a échangé. Tu reviendras de toute façon. Je reviendrai. Hein, si tu m'invites. Non, on va faire des petits. On fera des petites suites. Des petites suites? Ouais, des plus 6 mois, plus 3 mois. La suite au prochain épisode. Donc la suite au prochain épisode.